Rapidement relancer notre intervention du jour sur le financement du terrorisme dans le Sahel, particulièrement la tentative de déstabiliser 3 États qui ont décidé de prendre en main leur destin. Parce qu'il y a des choses extraordinaires que nos présidents sont en train de faire. Et vous savez, je vais être honnête, c'est parce que je suis moi-même un peu déçu, un peu fatigué, de parler toujours de communication, de communication, de communication. C'est vrai que nous avons des soldats à la tête de nos 3 États. Mais une fois, j'ai dit comme ça à un soldat, je lui ai dit, vous savez, si vous étiez dans les casernes, moi je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème avec. Mais vous n'êtes plus dans les casernes. Maintenant, vous gouvernez des hommes. Vous dirigez un pays, sinon vous dirigez des pays. Et la gestion des hommes n'est pas la gestion des militaires. Là-bas, il y a une discipline. Là-bas, c'est pourquoi on vous appelle la grande muette. Mais une fois que vous êtes sur un terrain beaucoup plus large, là où vous dirigez, où vous êtes obligé de présider tout un pays avec une diversité énorme. Donc la question de la grande muette ne s'applique plus quand vous êtes à la tête d'un État. Vous avez l'obligation désormais de communiquer. C'est important. Parce que le peuple doit être un avec vous. Et la seule façon pour que le peuple soit un avec vous, c'est d'être au même niveau d'information que le peuple. Si le peuple n'est pas informé, le peuple ne se rend même pas compte de ce que vous faites comme travail extraordinaire. Aujourd'hui, moi je peux le dire, c'est vrai qu'on continue encore de dépenser de l'argent par rapport aux différents carburants que nous achetons pour alimenter nos différents groupes. Mais je vous jure qu'Assimi Goïta, il est en train de faire un travail extraordinaire. Une fois que la question de l'énergie sera résolue au Mali. Parce que là où les gens veulent piéger, on a commencé le direct comme ça, hein. Là où les gens veulent piéger le Mali, pas le Mali en fait, une partie de la population malienne, c'est lié au manque de communication et d'information. Ça c'est indéniable. Deuxièmement, Assimi Goïta est en train de faire un travail tellement extraordinaire que quand la question de l'énergie sera résolue définitivement au Mali, le Mali n'aura plus besoin encore de faire une nouvelle planification pour augmenter sa capacité énergétique par rapport au tissu industriel qu'il veut mettre en place. Ça, le Mali avait pour habitude d'acheter le courant avec la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Mais est-ce que vous pensez réellement que ceux qui... J'ai fait une démonstration simple. Quand la Banque mondiale, par exemple, finance des projets énergétiques en Côte d'Ivoire, quand le Fonds monétaire finance des projets énergétiques en Côte d'Ivoire, quand l'Union européenne finance, mais en même temps, que dit l'Union européenne, que dit la Banque mondiale, que dit le Fonds monétaire international? Ça, on ne le dit pas au peuple. Et je suis dans le devoir de vous le dire. Et s'il y a quelqu'un qui pense qu'il est un banquier suffisamment aguerri avec des multitudes de PhD en économie, s'il est garçon et s'il banne comme Tamaroba, il n'a qu'à sortir pour dire que ce que je dis est faux. Quand la Banque mondiale finance un projet, la Banque mondiale s'arrange pour que le même projet ne soit plus financé dans un pays riverain. C'est-à-dire que si le Mali veut de l'énergie, on fait en sorte que la capacité énergétique du Mali soit en deçà de la consommation du Mali. Et on dit à la Côte d'Ivoire de produire beaucoup plus pour pouvoir vendre au Mali et rembourser la dette. Est-ce que vous avez compris? Là, je suis en train de parler là. J'attends ceux qui ont les diplômes là. Je vous attends ici. Venez avoir vos diplômes de merde là. Vous asseyez par terre et puis je vous enseigne. Ça vous fait mal, mais c'est la réalité. Je répète. La Banque mondiale, en finançant à des coûts de milliards des projets énergétiques en Côte d'Ivoire, la Banque mondiale sait que la Côte d'Ivoire ne peut pas rembourser ce prêt. Mais que fait la Banque mondiale? S'il y a le même projet similaire au Mali, au Burkina, au Niger, la Banque mondiale dit la capacité que vous demandez est trop,
Voilà ce que nous pouvons financer. Ceci, vous allez pas. La Banque mondiale même envoie ses experts et discuter avec nos experts. Et leur dit, vous n'avez pas besoin de tout ça. Déjà, la Côte d'Ivoire aura suffisamment pour vous vendre. Parce que si c'est la Côte d'Ivoire qui doit rembourser les prêts, la Côte d'Ivoire ne peut pas rembourser. Même à 50 ans, la Côte d'Ivoire ne pourra pas rembourser l'argent qui a été alloué pour des projets énergétiques. La Côte d'Ivoire n'a pas. Pour rembourser une dette, il faut que vous ayez un tissu industriel conséquent. Il faut que votre tissu, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'écosystème, si l'écosystème n'est pas à la hauteur, tous les prêts que vous prenez là, même 200 ans après, vous ne pouvez pas rembourser. Je dis, mais même 200 ans après, vous ne pouvez pas rembourser. Il faut que vous ayez un écosystème capable de rembourser les prêts que vous prenez. Alors, c'est là, quand au RHDP, pourquoi je vous ai dit la dernière fois que je suis sorti, que le RHDP ne veut pas être débat direct avec Tidjane Thiam. Parce que Tidjane Thiam, là, ce sont ces choses-là qu'il est en train de développer. Ce sont ces choses-là qu'il est en train de dire. Mais ça, c'est des choses que j'ai déjà dit bien avant que Tidjane Thiam ne soit président du PDC-RDA. J'ai développé ça il y a longtemps, quand il n'était même pas président du PDC. Quand Bédié vivait encore, ça, c'est des sujets que j'ai développés avec vous il y a longtemps. Tous ceux qui me suivent, en tout cas. Donc, je suis obligé de revenir là-dessus pour que les gens comprennent. Donc, quand on nous dit, Assimi a échoué, vous êtes des bâtards, hein? Les avocats disent qu'il a commencé à quoi? Je n'ai pas commencé. Assimi n'a pas échoué. Vous êtes maudits, Assimi n'a rien échoué. Les gens n'ont même pas eu une idée de la dégradation de notre capacité énergétique. Les gens n'ont même pas eu une idée. Alors, on nous dit, il faut que nous-mêmes, on fabrique nos propres avions, d'accord. On fabrique nos voitures, d'accord. On fabrique nos munitions, d'accord. Des entreprises pour, comment on appelle ça, pour transformer notre or, notre pétrole, d'accord. Mais avec quelle énergie ces entreprises vont fonctionner? Avec quelle énergie ces entreprises vont agir? Il n'y a pas de ressources énergétiques pour ça. Il n'y en a pas. Alors, le dernier génie malien, c'est Seydou Keïta, l'ancien capitaine des Aigles. Il a ouvert son usine. Et à côté de son usine, il a développé tout un écosystème, c'est-à-dire il a mis en place une centrale solaire. Et la centrale solaire permet d'alimenter son entreprise 24 heures sur 24. Il n'a même pas besoin de courant de l'EDF. Mais combien de personnes sont capables de faire ça? Et Seydou Keïta, c'est sur fonds propres. Si Seydou Keïta avait demandé prêt à la banque, ils ne vont jamais lui donner ce prêt-là. C'est sur fonds propres. Pourquoi Dangote a eu tous les problèmes au Nigeria? Parce que Dangote a financé sa raffinerie à 90% sur fonds propres. Alors, comme il a fini de financer, les banques et certaines multinationales pétrolières ont pistonné des Nigérians dans le gouvernement de Tinubu pour créer tous les problèmes d'un côté. Finalement, d'un côté, est en train de chercher ses marchés ailleurs. Il a lui-même, comment on appelle ça, il a lui-même des sources d'approvisionnement. Lui-même, il peut extraire son propre pétrole. Il a lui-même ses puits de pétrole. Alors, il y a un jeune homme qui vend des jouets, les PlayStation. J'ai acheté plein de play avec lui pour Gaussou. Il était là aujourd'hui, je lui disais, bon, Gaussou a besoin, et chaque fois qu'il atteint un certain niveau, je lui ai dit, il faut envoyer un jeu beaucoup plus performant. Et je lui disais, il y a un jeu que Gaussou veut, il dit, lui, eux vont chez des gens pour installer les jeux. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, Keïta, c'est les moyens. On n'a pas les moyens. J'ai dit, non, vous ne comprenez pas. Quand tu es dans un business, il faut réfléchir. Maintenant, toi, moi j'achète avec toi le logiciel. Toi, tu amènes chez quelqu'un pour installer les jeux. Mais pourquoi vous-même, pourquoi vous ne pouvez pas tout résoudre? Quelque chose que j'ai appris aux États-Unis qui m'a beaucoup avantagé, c'est d'être toi-même. Tu n'as pas besoin d'acheter avec les autres. Tu produis toi-même, tu transformes toi-même et puis tu vends toi-même. Donc toi-même, tu fais du début à la fin. Et le petit, il est resté là, il m'expliquait des problèmes. Quand j'ai commencé à expliquer ça, il est resté silencieux.
Et puis, du coup, j'ai senti que je l'ai touché. Il a compris. J'ai dit non. Tu n'as pas besoin de milliards pour commencer ton business. Il faut commencer juste à économiser un peu. Tu vas acheter le matériel qu'il te faut. Comme ça, quelqu'un achète le logiciel avec toi. Toi-même, tu installes les jeux. Au lieu d'aller chez quelqu'un, toi-même, tu récupères l'argent. Et vous savez qu'en Afrique, les gens ne réfléchissent pas comme ça. Je vous jure au nom de Dieu. Il y a tellement de personnes, quand ils viennent, je discute avec eux, je dis non. Ils disent, ah, vrai, là, nous, on est dedans, on n'a jamais réfléchi comme ça. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'on a un sérieux problème de compréhension, un sérieux problème. Mais ça, c'est des choses qu'on peut décanter tout de suite. C'est des jeunes, vous n'avez qu'à voir ces jeunes gens qui sont sur les réseaux là, qui vendent ces logiciels là. Il faut juste leur dire, tu n'as pas besoin. Je dis, non, Keita, il faut avoir un compte. Il dit, moi, pour avoir un compte là, c'est une carte bancaire. Va à la banque, la carte coûte combien? Ça ne te fait même pas 10 000 francs la carte. Prépayé, tu prends. Tu t'en rends, tu mets 20 000 francs dedans. Tout ce qu'on veut, il dit, la carte, tu n'as pas, c'est avec la carte que tu vas ouvrir ton compte. Une fois que tu as ton compte, c'est fini. Avec la carte, tu fais le paiement. Tu achètes des trucs. Et puis, tu vas acheter ça, c'est 15 000 francs CFA. Mais eux, ils leur revendent ici à 50 000. Et quand ils achètent à 15 000 francs, là, ou à 10 000 francs, avec l'usine, quand ils achètent les jeux, avec leur carte, 10 000 francs, ils viennent nous revendre ça à 25 000, 30 000 au panier ici. Le gars aussi, quand on lui vend 25 000 francs, lui va chercher pour lui dessus, lui va nous vendre nos clients à 35 000 ou 40 000. J'ai dit, mais tout ça là, c'est une perte d'argent pour toi. Tu sais pas que tu perds de l'argent. Toi-même, pourquoi tu ne fais pas ça toi-même? Et puis tout cet argent-là te revient. Il a assis, me regarde, il dit, mais il était gêné, il avait honte. Il dit, non, c'est pas question d'argent. Commence à économiser maintenant. Moi, je pouvais lui dire tout à l'heure, tiens, va prendre ta carte et puis tu commences, mais ça va pas l'avantager. C'est pas toujours bon, comme disent les Chinois. Ne me donne pas du poisson, apprends-moi à pêcher le poisson. Il faut leur expliquer pour que eux-mêmes ils prennent conscience. Et c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous tue. Je vous donne un exemple terre à terre, mais c'est la même chose au sommet. On nous dit, on n'a pas besoin de telle capacité. On n'a pas ces entreprises-là. Pour le moment, on n'en a pas besoin. C'est ça qui a tué le Mali, c'est ce qui a tué le Burkina, c'est ça qui a tué le Niger. On nous dit, comme vous n'avez pas grand chose, payez à la Côte d'Ivoire. Mais attention, quand nous on paye à la Côte d'Ivoire, quand l'État du Mali paye le courant à la Côte d'Ivoire, mais le gars qui ouvre sur l'entreprise là, parce que la consommation énergétique industrielle, la facturation, c'est pas la même chose que la facturation domestique, c'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ACB est en train de faire? Aujourd'hui, ils se sont dit, il faut changer. Nous allons avoir une capacité beaucoup plus grande que ce que nous consommons. C'est-à-dire, il y a une anticipation que nos présidents sont en train de faire, aussi bien au Niger, au Mali qu'au Burkina. On fait une anticipation. Aujourd'hui, on peut dire, bon, on va mettre 500 mégawatts à la disposition du Mali, 500 mégawatts au Burkina, 500 mégawatts au Niger. Et on s'arrange à ce que le coût de l'énergie baisse. Et cette capacité énergétique permettra la construction d'un tissu industriel. Et plus il y a des entreprises, plus il y a du travail. Plus il y a du travail, plus le chômage est résorbé. Et la question de l'énergie, aujourd'hui, les anciennes lignes, il sera difficile qu'on les utilise aujourd'hui. Alors, vous avez une capacité de 20 mégawatts, vous avez une ligne qui ne peut supporter que 30 mégawatts, alors que vous venez du finir centrale solaire qui fait 200 mégawatts. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez faire passer 200 mégawatts de courant sur une ligne qui ne peut supporter que 30 mégawatts? Mais c'est cette réalité que nous avons au Mali aujourd'hui, ce qui fait que dans certains coins, la question de la fourniture de courant, c'est stable. Dans certaines régions comme ici, chez nous ici, c'est encore instable. Mais ça, il faut une communication. Et ça, j'en veux légèrement à notre Premier ministre, parce que vous ne pouvez pas toujours tout dire. Mettez en place une équipe dynamique
qui comprend les enjeux. Vous faites des séances de travail, il y a des gens qui sont dédiés pour donner la bonne information, pour que cette bonne information soit donnée à la population. Aujourd'hui, très peu de Maliens sont au courant que Assimi a fait un travail colossal au niveau énergétique. Mais c'est le passage, la ligne qu'il faut utiliser qui n'est pas adéquat. Donc, il faut reprendre les installations. S'il faut reprendre les installations, ça devient. Donc, c'est légèrement un peu ça. Donc, dans le même second, il semble que au niveau de YouTube, j'ai un petit problème de connexion au niveau de YouTube. Dans le même second, hein, je vois, si j'ai un problème de connexion ici, on va se relancer là. On va déconnecter. Si ça passe pas là, vous me faites signe. Dans le même second. Je vais vérifier si ça passe pas et puis si ça ne passe pas, on va continuer. Je vais arrêter et puis on va continuer. Bon, je ne sais pas. Dans une seconde, hein. Je vais vérifier un peu. Je vais voir la qualité de l'image. Si c'est pas bon, on va arrêter ici. Je vais voir. Dans une seconde, s'il vous plaît, je suis en train de vérifier au niveau de... Ouais, là, on a un problème. Bon, j'ai un problème. Ok. Je vois. Je vais, dans une seconde, je vais rapidement, voilà. Je vais relancer ici, hein. Une seconde, s'il vous plaît. On va relancer rapidement ici. Je vais changer de truc là rapidement. Et puis, on va continuer ici. Voilà. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Je vais rapidement, rapidement, je vais, voilà, s'il vous plaît. J'ai presque fini. Voilà. Une seconde, hein. Voilà. C'est fini. Donc, voilà. Donne-moi une seconde. Je vais juste changer d'appareil rapidement. Et puis, on va avec ça. Soyez gentils sur Facebook. Permettez-moi, voilà. Rapidement, permettez-moi, voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. C'est bon maintenant. Voilà. C'est bon. Merci infiniment au niveau de YouTube. Je viens de changer d'appareil. Voilà. Ok. Voilà. C'est bon. On est maintenant sur YouTube. J'ai changé juste. Alors, comme je disais, c'est à ce niveau-là, quand vous avez une production de 50 mégawatts, et puis vous avez une production de 200 mégawatts, tout le monde sait que la ligne de 50 mégawatts ne peut pas supporter la ligne de 200 mégawatts. Ça, c'est au niveau énergétique. Au niveau des ressources naturelles, pour que vous compreniez très bien pourquoi Alassane Ouattara est en train de financer le terrorisme. Pour que vous compreniez très bien que le financement du terrorisme dont nous parlons, effectivement, Alassane Ouattara a été épinglé. Épinglé parce que il a été prouvé que Alassane Ouattara, effectivement, il est dans le financement du terrorisme. Oh là là, c'est pas vrai.
Ouh, je n'ai aucun problème ici et je vois que, bon, si ça passe pas sur YouTube, c'est pas grave. On va continuer avec Facebook. D'accord. Si ici on nous emmerde, on va continuer. Alors donc, ça c'était le premier point, la question énergétique. Maintenant, revenons sur les mines, l'or particulièrement. Vous allez bien comprendre tout à l'heure. Alors, ceci dit, on va partir comme ça. Si YouTube, ça ne marche pas, ne vous en faites pas. Je vais arrêter YouTube et puis bon, on va continuer directement avec Facebook. D'accord? Voilà. Alors, on va aller directement avec Facebook, on va laisser YouTube. Donc, donne-moi une seconde. Voilà. On va aller comme ça, c'est bon. Voilà. Alors, Alassane Ouattara, tout récemment, il y a eu la Commission de l'Union européenne a publié une liste d'un certain nombre de pays. Quand vous regardez bien le narratif dont on sert les Africains sur les plateaux de télé, et quand vous écoutez même la CEDEAO, évidemment, le plus grand menteur de tous les temps, Alassane Ouattara, quand vous l'écoutez lui-même, vous dites que c'est fini pour l'AES, c'est fini pour le Mali, c'est fini pour le Burkina. Vous allez vous dire que les terroristes sont en train de déjeuner avec nous ici. Vous allez comprendre que quand vous les écoutez, vous avez l'impression que nous marchons ici avec les terroristes, nous vivons avec eux. Quand vous entendez ceux qu'ils appellent les spécialistes du Sahel, de ceci, de cela, vous écoutez tout de n'importe quoi et rien de sérieux ni de vrai évidemment. Mais alors, grande fut, moi, ma surprise, quand j'ai entendu que la Côte d'Ivoire était épinglée, cette même Côte d'Ivoire qui a été pointée du doigt par le capitaine Ibrahim Traoré, cette même Côte d'Ivoire qui a été pointée du doigt par qui? Par, donnez-moi une seconde, par le général Aboudraman Tiani. Cette Côte d'Ivoire. Donnez-moi une seconde. Alors, la question c'était de savoir comment cela est possible. C'est la question qu'on devrait se poser. Comment cela est possible? On dit que c'est nous, il y a la recrudescence du terrorisme chez nous, il y a la montée en puissance du terrorisme chez nous. On nous dit que les terroristes, autant pour moi, vivent avec nous. Les terroristes habitent chez nous. Les terroristes sont nos voisins. Les terroristes sont à Bamako, sont dans la capitale. Les terroristes sont partout. Alors, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, ces fameux soi-disant terroristes. Mais en réalité, qui sont ces terroristes-là? Où sont ces terroristes? Chacun devrait être à mesure de pouvoir se poser ces questions. Permettez-moi une seconde, j'ai trouvé une solution pour arrêter mon direct, là, et pouvoir répondre. Donc, posons-nous cette question. Qui finance ces terroristes-là? Dans une seconde, je vais supprimer ça et puis on va continuer. Voilà, on va continuer rapidement. Dans une seconde, hein, je vais relancer. C'est revenu à la normale au niveau de YouTube. Donc, rapidement, je vais relancer. Une seconde, rapidement, je vais relancer, s'il vous plaît. Soyez un peu indulgents, un peu patients. Ça aussi, ça fait partie des directs. Mais moi, j'aime ça quand ça m'arrive parce que là, je me rends compte que ce que je dis là ne c'est pas pour les enfants. Donc, quand je me trouve confronté à ça, je suis content parce que je me dis que ce qui va sortir de ma bouche, ce ne sera pas pour les enfants. Voilà. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, je vais pas mettre tous les paramétrages au point. Je vais aller avec un seul paramétrage, c'est bon.
Voilà. Donc, on va reprendre là où on avait laissé. Voilà, on continue. Alors, je répète une dernière fois. Quand vous écoutez ces médias, ces soi-disant médias mensonges, quand vous les écoutez, vous avez l'impression que les terroristes ont fini avec nous. Mais en même temps, vous devez vous poser une question. Quand vous regardez les chiffres annoncés, les chiffres officiels annoncés par nos médias à nous, les terroristes sont neutralisés. J'ai même vu que Amadou Koufa aurait été liquidé, je ne sais pas trop, je ne sais pas la vérité, mais on cherche à voir la vérité. On nous dit que le terrorisme a pris de l'ampleur. Depuis que les 3 militaires là sont venus au pouvoir, les terroristes ont gagné en efficacité, en détermination. Alors, cette question, on doit toujours se la poser. Merci à toi, Trissa Traoré. On se pose une question. Je vous en prie, que chacun se pose cette question. Lorsqu'Ibrahim disait que la base du terrorisme se trouve en Côte d'Ivoire, on a vu Élysée parler, on a vu Daouda avec sa gueule pourrie là, parler, Dr Lidja. On a vu cette mégère, cette poclée qui se fait appeler journaliste malhonnête jusqu'à la culotte. On les a vus faire des débats, animer des débats sur les propos du général, sur les propos du capitaine. Mais voilà que l'Union européenne épingle la Côte d'Ivoire d'activités terroristes, de soutien au terrorisme, de financement au culte. Parce qu'il y a des sommes d'argent importantes dont on n'arrive pas à tracer. Souvent, je dis à ceux qui veulent acheter des produits avec moi, je dis, moi, je n'ai pas peur. Mon nom est connu par les services financiers dans le monde. Mon nom est connu. Mon numéro est connu par toutes les plateformes de transactions financières dans le monde. Donc moi, je n'ai peur de personne. Chacun est libre de faire des enquêtes sur nous. Alors, on est arrivé à un niveau où les gens disent les transactions, on ne comprend rien dedans en Côte d'Ivoire. C'est occulte, c'est opaque, c'est fermé. On n'est pas d'accord. Mais attendez, l'argent là, ça quitte où? Qui a donné l'argent à qui? L'argent vient d'où? Mais qui est garçon en Côte d'Ivoire pour faire une émission sur cette question? La Côte d'Ivoire est sur la liste noire pour 1 an. Elle doit prouver qu'elle n'est pas dans le terrorisme. Mais elle ne pourra jamais prouver qu'elle n'est pas dans le terrorisme puisqu'elle finance le terrorisme. Pour que l'Union européenne en arrive là, nos chefs d'État ont fait un travail extraordinaire dans le Sahel. J'ai dit aux gens, nous allons faire tomber Ouattara sans tirer un coup de fusil en Côte d'Ivoire. À cette époque, beaucoup n'ont pas compris l'orientation de ma pensée. Je n'ai pas dit que ça va faire tomber Ouattara. Mais ça, c'est un élément suffisant pour que Ouattara soit indexé. Et nous, ce que nous voulons, quand Ouattara est indexé comme ça, nous, on est contents. Ça nous arrange. Parce que dès qu'il y a erreur, on se souviendra que, attention, ce monsieur-là, il est malhonnête, il n'est pas honnête, c'est un menteur, c'est un gars qui finance le terrorisme. Donc déjà, quand les gens regardent l'attitude de Ouattara, beaucoup de gens ne font pas attention à ce qui se passe aujourd'hui. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai dit Dieu est en train de pousser les pions en Côte d'Ivoire comme un jeu d'échecs. J'ai dit faites une lecture spirituelle. Ce que moi je veux, c'est pas comme ça que Dieu agit. Ce que vous voulez, ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Mais Dieu pousse ses pions à nous d'observer, de regarder et d'attendre
Quand il va pousser le dernier pion, comme on appelle échec et mat, c'est là que Ouattara tombe. Mais on n'est pas encore à ce niveau. Dieu est en train de pousser les pions. Qui pouvait imaginer? Ils ont fait tout pour que ce soit nos pays qui soient indexés de financement du terrorisme. La CEDEAO a joué à taper poteau. Ouattara a joué, il a tapé poteau. Macron a joué, il a tapé poteau. Tous voulaient nous indexer comme étant... Vous avez même entendu le bâtard là qui a débuté. Les avocats vont dire Keïta, on t'aime bien, mais pardon, laissez-moi faire des... Bon, mais Keïta a oublié bâtard là, d'accord? Laissez ça tomber. Le général américain qui a démissionné. Je vous ai dit, quand vous vous attaquez, chacun dit, moi là je suis enfant béni. Bâtard, Keïta, tu dis encore, ouais, laissez ça tomber. Toi tu es béni, petit bâtard, d'accord? Il y a bénédiction et puis il y a bénédiction. Quand le petit américain avec ses grades, il a quoi? C'est un général avec son grade de général d'armée. Quand il s'est attaqué au jeune capitaine, moins âgé que lui, avec un grade militaire inférieur que lui, qui a tapé poteau? Qui a fui? Qui a abandonné le combat? C'est là que vous vous rendez compte qui est béni, qui n'est pas béni. La malédiction n'est pas un frein à votre échelonnement social, mais arrivé à un point. C'est là que quand votre malédiction commence, tout ce que vous avez bâti commence à s'écrouler comme un jeu de cartes. Et le petit américain, soi-disant général, qui était le grand patron de l'armée américaine en Afrique, Ibrahim l'a fait tomber. Donc il y a bénédiction et puis il y a bénédiction. Il y a garçon et puis il y a garçon. Quand Dieu même a sa main dans votre palabre là, dormez. Et Dieu a sa main dans la palabre qui se passe dans l'AES. On a frappé 2 coups en l'espace de 2 semaines. Aïe, 1 semaine, pardon. Quels sont les 2 coups dont on n'a rien vu? Parce que tu dors. Si tu dors, tu peux pas comprendre. Si tu n'as pas l'esprit vif, tu peux pas comprendre. Le premier coup, c'est lequel? C'est la démission du général. Le deuxième coup, c'est lequel? C'est l'Union européenne qui veut dépléguer Alassane Ouattara comme État, le père du financement du terrorisme dans le Sahel. Je suis sûr que vous n'avez pas fait de connexion, hein. Vous n'avez pas mis les choses ensemble. Donc, Alassane Ouattara, depuis longtemps nous disions que cet homme est le maléfisme et le satanisme par excellence. Et aujourd'hui, l'homme qui s'est prévalu d'une moralité exemplaire, d'une probité exemplaire, d'une honnêteté exemplaire, aujourd'hui est épinglé pour financement du terrorisme dans le Sahel. Mais nos pays sont bons. L'AES est trop bon. L'AES est trop gentil. Sinon, ça là, c'est une opportunité pour nous, pour allumer Alassane Ouattara matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'il oublie où se trouve son Kodjo. C'est-à-dire que quand il veut sortir le matin là, Kodjo doit porter là, il cherche, il ne trouve pas. C'est parce que dans l'AES, on est trop bon, on est trop mou, on est trop calme. Parce que ça là, c'est du pain béni. C'est-à-dire qu'on finit avec ça, à Ouattara là, l'opposition passe sur un boulevard pour aller s'asseoir au palais présidentiel. Mais malgré ça, ils n'ont pas honte, hein. Je vous le dis, malgré ça, ils n'ont pas honte. Comment ça? Ok, écoutez ça, je vous fais écouter ceci. Je vous fais écouter ceci pour vous montrer que ces gens-là n'ont aucune moralité. Ils n'ont aucune probité. Ne vous pressez pas. Je veux revenir ici rapidement
Ne vous pressez pas, hein. Ok. Mais je vous fais écouter ça d'abord. Voilà, on va écouter ça. Et puis on continue. Écoutons ça. Le 10 juin 2025, la Commission européenne a publié une mise à jour de sa liste des pays et territoires tiers considérés comme à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Parmi les nouveaux entrants, la Côte d'Ivoire, un acteur économique majeur en Afrique de l'Ouest, se retrouve sous les projecteurs pour des raisons peu enviables. Cette décision, qui s'inscrit dans une démarche de renforcement de la sécurité financière au sein de l'Union européenne, soulève des questions cruciales sur l'avenir économique du pays et ses relations avec les investisseurs internationaux. Le classement de la Côte d'Ivoire sur cette liste noire découle d'une évaluation rigoureuse des mécanismes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux, LBC, et le financement du terrorisme, FT. Selon la Commission européenne, ces carences stratégiques dans le cadre réglementaire ivoirien exposent le système financier mondial à des risques importants. La liste, régulièrement actualisée, vise à protéger l'intégrité des institutions financières européennes en imposant une vigilance accrue sur les transactions impliquant les pays épinglés, dont l'Algérie, le Kenya, le Liban, Monaco et d'autres. Le blanchiment de capitaux consiste à masquer l'origine illégale de fonds, souvent issus d'activités criminelles comme le trafic de drogue, la corruption ou la fraude fiscale. La Côte d'Ivoire est un pays corrompu jusqu'à la moelle. Non pas que les Ivoiriens sont corrompus, mais je parle des acteurs politiques, les dirigeants ivoiriens, ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Alassane Ouattara, mais je n'ai pas vu encore sur un plateau de télé en Côte d'Ivoire ceux qui se donnent l'air de pédants, de pédagogues, d'intellectuels, de journalistes, de chroniqueurs, de débatteurs. On ne les a pas vus. Si tu bandes comme garçon là, va t'asseoir sur le plateau de télé et puis il faut dire que la Côte d'Ivoire finance le terrorisme. C'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, que la démocratie n'a jamais existé dans ce pays sous le régime d'Alassane Ouattara, criminel, menteur, voleur et assassin. Alors, vous avez vu, vous avez entendu, nous avons vu, nous avons entendu. Voilà la réalité, et cette réalité, elle est là. Donc, depuis toujours, quand le président Ibrahim Traoré parle, quand le général parle, en indexant la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'ils ont quelque chose de particulier contre la Côte d'Ivoire ou contre les Ivoiriens. Mais c'était une façon à nous de dire aux Ivoiriens, faites attention, ce régime-là vous entraîne vers l'inconnu. Ce régime-là vous entraîne vers l'abîme. Ce régime-là vous entraîne vers un destin inconnu. Ce régime-là vous entraîne vers le chaos. Chaque fois que nos présidents parlaient, c'était une façon à nous d'attirer l'attention des acteurs politiques en Côte d'Ivoire pour leur dire, faites attention, faites attention. Mais comme on dit, ce sont des régimes poutistes qui ont fait coup d'État, leurs paroles là, ça ne vaut rien, on s'en fout, on ne veut pas écouter, ils ne sont pas démocratiquement élus, blablabla, blablabla, chacun a dit sa petite. Ben voilà la réalité. Ce que nous disions que vous n'avez pas voulu écouter, voilà la réalité qui est sortie. Alassane Ouattara est un menteur, un mythomane, un criminel, un voyou et un assassin. Alassane Ouattara est un vendeur de drogue. Pas plus tard que la dernière fois, je vous disais que l'argent de drogue d'Ahmed Bagayoko, là, ils ont pris pour eux dedans. Ils ont été clairs avec la femme d'Ahmed. Comment elle s'appelle celle-là même? Yolande. Si tu parles là, tes enfants là vont grandir derrière toi. Tu seras dans tout 6 pieds sous terre. Et Yolande a fermé sa bouche. C'est son frère du monde là qui parlait beaucoup, qui murmurait beaucoup. Alors, quand vous faites la politique, vous parlez beaucoup, vous murmurez beaucoup, arrangez-vous pour ne pas être un coureur de jupons. Arrangez-vous pour ne pas courir après les femmes. Arrangez-vous pour ne pas être un soulard. Il y a deux choses. Si vous voulez avoir des vieux os dans la politique, la belle vie vous arrêtez, les femmes vous arrêtez,
les sorties n'importe comment dans les maquis, les boîtes, vous arrêtez, sinon c'est fini pour vous. Pourquoi Ouattara est parti si jeune? Pourquoi Ahmed Bagayoko est parti si jeune? Il y a les vices qui sont là, femmes, plaisir, femme, plaisir, femme, plaisir. Voilà ce qui a tué Ouattara, voilà ce qui a tué Ahmed Bagayoko. Si vous voulez avoir des vieux dans la politique, il faut vous préserver de certaines choses. Demandez à Laurent Gbagbo comment il a ses vieux os en politique aujourd'hui. Et le régime criminel et voleur d'Abidjan a cru peut-être qu'on n'allait pas savoir. Et vous écoutez aujourd'hui, je vais voir si je peux vous faire écouter ceci. J'ai écouté Cissé Ibrahim Bakongo. Je me suis posé la question, je vais voir si vous pouvez, si je peux vous... Je trouve que, de mon point de vue, je trouve que c'est absolument ridicule. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On m'appelle Bago Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire. Moi, tu veux faire ton 4e mandat? 4e mandat? Est-ce que c'est vrai ça? Nous allons lui imposer d'être notre candidat. Il n'aura pas de mot à dire. Il sera notre candidat. Et quand il va être notre candidat, parce que c'est nous qui allons l'obliger à être notre candidat, on ne va pas s'attendre à ce qu'il soit sur le terrain avec nous, à ce qu'il vienne se passer sur le terrain avec nous. Alors, ceux qui vendent de la drogue, ceux qui financent le terrorisme dans le Sahel, ça, ce sont leurs langages, ça. Ceux qui, je répète, ceux qui vendent drogue, ceux qui financent le terrorisme. Cérémonie d'investiture à Koumassi, Bakongo répond. Je répète. Pourquoi il s'appelle Bako? Pourquoi il s'appelle? Et dit lui, il s'appelle Laurent Bako. Laurent Bako. Et dit pourquoi il s'appelle Laurent? Pourquoi il s'appelle Bako? Pourquoi il s'appelle Koudou? Mais nous, on n'a absolument rien à cirer avec ça. Absolument rien. Je dis que absolument rien à cirer. Si moi je vous dis, je m'appelle Cissé Ibrahim Bako, vous savez quoi? C'est mon nom? Alors, vous savez, je le répète une fois de plus. Les éléments de langage sont très importants en politique. Les éléments de langage sont fondamentalement importants en politique, dans la vie en société, en un mot. Cissé Ibrahim Bakongo, moi quand je le regarde, je vous jure, Allah est témoin, je regarde ce gars-là, j'ai envie de dire avec un mépris, mais je dirais plutôt avec beaucoup de pitié et de compassion. On me dit que quelqu'un comme ça là a un doctorat en droit. Quelqu'un comme ça a participé à l'élaboration du projet de la 4e République, le projet de la Constitution pour la 4e République. Quelqu'un comme ça a participé à la rédaction du projet. Quelqu'un comme ça a été ministre de l'enseignement supérieur. Mais l'argent qu'il a volé à l'université, vous ne pouvez pas me parler de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis un ancien de l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous ne pouvez pas me parler de l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous ne pouvez me dire de l'université. L'université que nous avions quittée en 2000. Et puis je suis allé au States.
Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont fait ce qu'on appelle une passation de marché de gré à gré. C'était pas un appel d'offres, de gré à gré. On a vu l'inauguration en pompe. Aujourd'hui, ceux qui ont des frères, des amis, des parents, ou qui sont même étudiants à l'université peuvent témoigner de ce que Cissé Ibrahim Bakongo. Le vol. Tous ceux-là aujourd'hui sont obligés de parler. Attention, ce sont des voleurs. Cissé Bakongo, quand vous le regardez, vous savez tout de suite que c'est comme ce gars-là, c'est quelqu'un qui se trompe. Pour savoir qu'une personne se drogue, il y a ce qu'on appelle des éléments de langage. Dans les éléments de langage, ce n'est pas seulement le langage oral, mais il y a aussi le langage vestimentaire, ça c'est un, et puis il y a le langage corporel. Quand vous regardez Cissé Ibrahim Bakongo, quand il parle, le langage corporel vous dit beaucoup de choses sur la nature psychologique de l'homme. Le langage corporel. Le langage corporel de Cissé Ibrahim Bakongo vous donne une idée sur la nature psychologique de l'homme. Quand vous consommez la drogue agit sur votre état psychologique. C'est pourquoi aux États-Unis, on parle de DUI, c'est-à-dire, bon, ça c'est pour nous qui, à l'époque, quand on conduisait là, avec les voitures, on était en vitesse, les gens disent, on dit DUI, mais ils font tous les tests, il n'y a rien quand même, on dit, il faut aller payer l'argent parce que tu es en vitesse. Ils ont des petits appareils là, on passe ça partout, on te regarde, on regarde les yeux, on te fait souffler dans tous les trucs, tu n'as rien, mais quand même les gens ne vont pas te laisser tranquille. Lui, là, quand vous le regardez, mais évidemment, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas faire la Côte d'Ivoire et puis ne pas avoir côtoyé une certaine catégorie de personnes, c'est pas possible. Et Cissé Ibrahim Bakongo, moi je le regarde, j'ai comme l'impression, regardez bien au RHDP comment les choses évoluent. Je vous en prie, écoutez très bien ce que nous disons ici. Regardez bien ce qui se joue au RHDP. J'en appelle aux esprits avertis, j'en appelle aux esprits intelligents, j'en appelle à ceux qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire et qui comprennent bien le jeu politique. Lorsqu'il était question de créer le RHDP, lorsqu'il était question d'imposer au président d'institution qu'il ne voulait pas être RHDP, il y a une seule personne qu'on a entendue. C'était le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Adama Bitogo est celui qui disait, après le congrès, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Il était le secrétaire exécutif du RHDP. Adama Bitogo. Le sulfureux Adama Bitogo, qui était tellement rempli de sa personne, il était un petit dieu pour lui-même. Jusqu'à ce qu'Adama Bitogo se rende compte qu'il y a une autre réalité en dehors du monde qu'il a créé dans sa tête. Ce que lui fait, Adama Bitogo a fait pire que ça. Alors, la question que les Ivoiriens devraient se poser, au moins encore à l'époque d'Adama Bitogo, la Côte d'Ivoire n'a jamais été épinglée de financer le terrorisme. Mais je pense que quand vous êtes indexé de financement du terrorisme, les gens déploient sur le territoire du pays en question. Je dis ça aux Ivoiriens, pour qu'ils comprennent bien ce qui se joue. Vous croyez que c'est juste une petite condamnation de l'Union européenne, vous vous trompez, non? Ça veut dire que Alassane Ouattara ne pourra plus avoir crédit comme ça. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, la liste de l'Union européenne a été déposée auprès de toutes les institutions financières internationales pour dire qu'il serait dangereux désormais de prêter l'argent à la Côte d'Ivoire parce que cet argent peut servir à financer le terrorisme.
Ça, c'est déjà un problème pour la Côte d'Ivoire. J'ai pas fini. Écoutez ici, parce que je vous ai toujours dit, je ne suis pas wow sur les réseaux. Écoutons-nous très bien et on va s'entendre. Moi, je m'en fous de l'Union européenne. Mais je parle du pouvoir qu'ils ont à prendre certaines décisions. Nous, on s'en fout de l'Union européenne. Malgré qu'on ait fait des coups d'État, chez nous, dans nos pays, on n'a jamais été sur la liste des pays qui financent les terroristes. On a seulement dit que nos pays étaient des zones instables. C'est comme ça qu'on nous a accusés. Mais ils ont fait pire, puisque la même France, qu'est-ce que la France a fait? La France est allée voir toutes les institutions. À travers le Fonds monétaire international, la France a saisi pratiquement toutes les institutions bancaires dans le monde pour leur dire de ne pas prêter l'argent au Mali. Et ça, c'est des éléments que j'ai apportés à l'État du Mali. Les preuves sont là parce que c'est un Malien lui-même qui a été victime. C'est lui qui m'a appelé avec tous les documents à l'appui. Quand son partenaire canadien devait venir, avant de venir, il devait faire la transaction d'une première tranche de leur partenariat, de leur contrat. Il va à la banque, il met le nom du Mali, la banque, l'ordinateur de la banque sort rouge. Impossible de faire la transaction. Le montant est indiqué. Il appelle son gars et dit, je suis désolé, on ne peut plus continuer le contrat. Le gars dit, pourquoi? Il dit, parce que le Mali est dans la zone rouge. Le monsieur, c'est en larmes qui m'a appelé. Je suis sorti, j'ai tapé. Je ne sais pas trop ce que ça donnait après, mais en tout cas, j'ai fait ce que je pouvais faire avec mes maigres moyens. C'est pour vous dire que ça, c'était la France qui nous avait fait ça. Et l'Union européenne, sans que nous ne soyons sur une liste, on est passé dans le dos de nos États pour empêcher des opérateurs à venir investir chez nous. C'est pourquoi j'ai commencé mon émission en disant infiniment merci au capitaine Ibrahim Traoré, qui aujourd'hui n'a pas besoin de 5 francs. Quand j'ai vu la dernière fois, j'ai entendu que le Fonds monétaire donnait l'argent au Niger. J'ai dit, mais est-ce que, quelque part, j'ai dit, général, est-ce qu'on se comprend un peu? C'est vrai, nos pays n'ont pas les mêmes réalités. Ibrahim a su inculquer certaines valeurs au peuple burkinabé. Donc, Ibrahim a plus de flexibilité avec le peuple burkinabé qu'Assimi Goïta avec le peuple malien. L'argent que le peuple est prêt à mettre à la disposition du capitaine, les Maliens ne sont pas prêts à donner un centime à Assimi Goïta. Donc, Assimi est obligé de trouver des mécanismes pour mettre l'argent dans la caisse et répondre aux besoins de l'État. Au Burkina, les Burkina même disent, ah ben, si ça suffit pas, il faut prendre encore. Mais c'est parce que il y a eu un travail élémentaire qui nous a échappé ici. Mais cela aussi, c'est lié au fait que très souvent, quand nos présidents arrivent dans les premiers instants de leur pouvoir, les gens qui mettent autour d'eux souvent sont pas forcément des hommes vraiment qui, je sais pas, j'ai pas envie de dire des choses ici. Sur le pouvoir, c'est difficile de comprendre que comme Ibrahim arrive, il arrive à communiquer avec le peuple, il est militaire comme Assimi. Il n'est que capitaine, Assimi était colonel quand il prenait les armes. Mais lui, il est arrivé à établir ce pont-là avec le peuple burkinabé. Mais on a empêché Assimi Goïta. On a créé tour de tour autour de lui. Finalement, le monsieur s'est retrouvé un peu piégé. Mais s'il veut briser tout ça aujourd'hui, c'est remettre beaucoup de tant d'années, d'efforts de travail en cause. Donc, il est obligé d'aller doucement avec eux parce qu'ils l'ont mis dans une situation. Moi, je lui dis, le président le sait. Le renseignement le sait. Et tous les hommes proches du président, ils savent très bien ce qui est en jeu. Le Mali est un pays difficile. Parce que chacun travaille sur ses petits agendas personnels, son ventre, sa famille, sa maîtresse ou ses maîtresses à Bana. Ça veut dire que quand ils sont là, le Malien, il a un petit complexe. C'est ça que je comprends pas chez eux. Ils veulent qu'on dise qu'ils ont l'argent.
Ils veulent qu'on dise qu'ils sont à l'époque. Il y en a même qui viennent, ils vont vous dire, je suis l'ami d'Assimi Goïta. On allait à l'école ensemble. Il dit, mais moi, je m'en fous que tu sois allé à l'école avec Assimi Goïta. Parce que moi, ça me regarde. Il y a des gens qui veulent se donner des airs importants. Je suis camarade d'Assimi Goïta. On a fait ceci ensemble. On a fait ça ensemble. Et puis quoi? Et puis quoi? Il est président. Il est plus ton camarade. Si vous avez l'habitude d'aller dans le même grain, il va plus là-bas. Pour une question de sécurité, il va plus. Et puis, désormais, il est détenteur d'un certain nombre de ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Oh merde, il a un certain niveau enfin, désormais, il détient un certain nombre d'informations sensibles. Donc, il peut pas se permettre, parce que souvent, dans la causerie, vous pouvez rester en train de causer, puis certaines informations peuvent sortir comme ça. Il y a des gens même là, quand c'est le président, il peut se mettre à enregistrer tout ce que le président dit. Moi, quand quelqu'un est venu, on m'a dit, Assimi Yaïna, j'ai dit, et à la cause de Dieu, on est venu mentir. Donne-moi une seconde, une petite parenthèse. Que Assimi, il a des relations avec cette femme-là, la femme de Fatmata Batul, quelque chose comme ça. J'ai dit, Allah. J'ai dit, quand vous regardez la femme d'Assimi Goïta, là, quand vous la regardez, on l'a vu une seule fois, pas deux fois. Quand vous regardez cette femme-là, quel garçon sur la tête des hommes, tu as tous tes éléments au point là, tu as femme comme là, et puis tu vas la laisser pour dire d'aller regarder ailleurs. J'ai dit, la femme d'Assimi Goïta là, wallahi, il y a beaucoup de femmes là. J'ai dit non. Ça c'est un. Deuxièmement, l'éducation d'Assimi. Son père lui a donné une éducation. Et deuxièmement, il est comment on appelle ça? Il est, comment on appelle ce truc-là? C'est-à-dire, d'où je sais pas, comment, on dit Mianga, voilà. Chez eux, là, chez les Mianga, l'honneur, là, on s'amuse pas avec. L'honneur, on s'amuse pas avec. La dignité, on s'amuse pas avec. L'honnêteté, on s'amuse pas avec. La moralité, la probité, eux, là, ils s'amusent pas avec. Et l'éducation d'Assimi, la formation, je peux dire, islamique qu'il a reçue parce qu'il il a très bien appris. Et la formation militaire ne peut pas faire d'Assimi Goïta ce frivole-là. Je dis, excusez-moi, je respecte Fatmata Batuli, j'ai rien contre elle, hein. Mais je crois pas que c'est une femme qui puisse attirer Assimi Goïta, je suis désolé. Tu peux pas avoir une femme comme Lala et puis aller regarder celle-là. Elle n'est pas, c'est une très belle femme, Batuli. C'est une très belle femme. Beaucoup d'hommes vont donner leur vie pour elle. Mais je dis, on peut pas avoir une femme comme Lala, occuper un poste de président et connaître les implications et se permettre certaines légèretés, c'est pas possible. Les gens ont discuté avec moi ici jusqu'à quand j'ai dit, bon, tous ceux qui disent qu'ils sont camarades avec Assimi Goïta, là, vous les connaissez. Ah, on les connaît, c'est eux-mêmes. J'ai dit, bon, il faut leur dire que moi, je dis, je leur lance des filles. Si son garçon, ils viennent avec moi, on va au palais à Koulouba, et puis, on fait demande d'audience, tous ensemble. Quand Assimi va regarder les noms, là, la première personne qu'Assimi va appeler, là, pour recevoir, là, si c'est eux, là, ou bien si c'est moi, là, on va voir. J'ai dit, il y a amitié à part. Aujourd'hui, là, le président, il est au courant des enjeux. Il sait que sa vie, combien de fois ils ont tenté contre la vie d'Assimi Goïta? Combien de fois on a tenté contre la vie du capitaine? Et vous croyez que c'est des gens qui vont se laisser entraîner par une femme, sachant bien que dans nos empires, l'histoire nous a démontré que les grands hommes, la plupart, 90 à 95%, ont été trahis par des femmes. Et vous croyez qu'ils n'ont pas appris ça? Et vous croyez que c'est eux là qui vont? Pour connaître qu'un président est frivole, il y a deux choses. Soit, il y a deux choses pour connaître qu'un président est frivole. Il y a deux. Soit il voyage beaucoup, soit on va chercher les prostituées pour la mettre dans le pays. Assimi ne voyage pas. S'il a voyagé, il va où? Il sort pas. Il est au bureau. Son travail, sa maison. Son travail, sa maison. Il a quel temps pour aller voir qui? Alors pourquoi des gens viennent vous raconter des bêtises? Et puis vous-même là, vous ne faites pas preuve d'intelligence. Vous ne réfléchissez pas.
Si on me dit qu'Alassane Ouattara est un poclé là, je vais croire à ça. Il a acheté 2 Boeing, pourquoi? L'argent des Ivoiriens là, ça va où? Il ne peut même pas faire 2 mois à Abidjan, il est parti. Assimi Goïta, du 1er janvier au 31 décembre, il est au Mali, il sort pas. Son bureau, sa maison. Son bureau, sa maison. Son bureau, sa maison. Et puis on dit qu'il est avec celle-là. Il dit, on a qu'à se respecter. Et puis elle-même, sa façon de vivre là, ne peut même pas mettre quelque chose dans la tête d'Assimi. Moi, je n'ai rien contre elle, mais elle vit de façon extravagante. Or par-ci, or par-là, pour des gens, alors que les gens comme Assimi, ils aiment la discrétion. Alors, pour quelqu'un qui aime la discrétion, ça veut qu'une femme qui veut se faire voir par le monde entier, tu vas aller t'afficher. Qui va pas être au courant? J'ai dit, bon, est-ce que vous avez déjà une photo d'Assimi Goïta avec cette femme? Ils disent non. Vous avez déjà une photo d'Assimi Goïta arrêtée avec cette femme? Non. Vous l'avez déjà vu chez Assimi Goïta? Non. Vous avez vu Assimi chez elle? Non. J'ai dit, alors, pourquoi vous tirez ces conclusions? Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez mourir demain et que Dieu va vous demander des comptes? Elle, là, ça l'arrange. Elle se tait parce que ça peut peut-être croître sa popularité. Mais le président Assimi Goïta, je jure au nom de Dieu, sans le connaître véritablement, l'idée que je me suis fait de lui ne permet pas au président d'avoir ces idées. Je le respecte trop. Et quand tu connais Assimi Goïta, il tombe pas aussi bas. Ce petit bâtard qui est aux États-Unis, là, à qui on vend du faux. Et puis il ment. J'ai dit, petit, pardon, faut pas mourir comme ça. Il faut commencer à présenter tes excuses avant de mourir, sinon tu vas regretter. Alors, il y a plein de gens comme ça au Mali. Je suis camarade d'Assimi. On a fait même école. Oui, Assimi, ceci. J'ai dit, mais tout ça, c'est des bullshit, c'est des bêtises. Sortez dans ça. Ils connaissent, oui, ils ont fait école avec lui. Moi, je ne vous dis pas ici que j'ai fait école avec Digwe Cravate, votre animateur ivoirien, votre comédien ivoirien. À part les quelques années qu'on a passées au lycée d'Azopé ensemble à l'internat, est-ce que moi je le connais aussi bien que ça? Est-ce que Digwe peut se permettre de parler de certaines choses de ma vie? Il ne peut pas. Est-ce que moi je peux dire certaines choses sur lui? À l'exception que je dis souvent, il me donne de l'argent et ça c'est vrai. Il a pris trop de crédit avec moi le week-end. Il n'a jamais payé, ça je le dis. À part ça, est-ce que moi je peux... Donc, il y en a même qui vont vous dire, je connais Keïta. Mais, appelle Keïta, il n'a même pas le numéro de Keïta. Donc, c'est pas tous ceux qui disent que je connais Assimi qui existe. Nos présidents, là, l'histoire va les juger. Ils ont un devoir sacro-saint. Ils ont un devoir de résultat. D'ailleurs, on va arriver à ça. Donc, c'était la petite parenthèse. Ne vous laissez pas embobiner par ces vendeurs d'illusions. Assimi n'a aucune relation extra-conjugale. Il est fidèle à sa femme. Au Mali, la Constitution permet aux hommes, s'ils veulent prendre 2, ils prennent 2. Et tel que Assimi, l'éducation qu'il a reçue de la part de son père, si Assimi veut une deuxième femme, il va prendre deuxième femme. Si c'est battu libre, il va l'épouser. Mais je ne crois pas que même s'il veut une deuxième femme, ce soit celle-là qu'il va choisir. Pour des raisons évidentes. Les gens qui sont là, mais attention, les gens aussi, le renseignement malien a travaillé sur la vie des gens. Le renseignement malien vous connaît mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Donc ça, c'est des choses... Le président gabonais, il a introduit polygamie dans la Constitution. Il a pris sa petite copine, elle a fait sa deuxième femme. Là. Au Gabon, on n'a pas vu ça. Donc, rien n'empêche Assimi Goïta de prendre une deuxième femme s'il le veut. Rien n'empêche. Mais, ils n'ont pas, pour dire ceci, oui, on a été un peu interrompu, je pense que ça va maintenant. Au niveau, je répète, au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que Cissé Ibrahim Bakongo n'est pas un exemple. On a tous vu Adama Bitogo. Quand il avait été mandaté par Téné Brahima pour mettre la pression sur Soro-Guillaume, ou Soro-Guillaume rejoint le RHDP, ou Soro-Guillaume démissionne de l'hémicycle. Ce qu'il a fait. Il n'a pas voulu rejoindre le RHDP, il a démissionné. Et c'est Adama Bitogo qui était à la manœuvre. Aujourd'hui, au lieu d'Adama Bitogo, c'est Cissé Ibrahim Bakongo. Et Cissé Ibrahim Bakongo, c'est celui-là aujourd'hui qu'on entend hurler
crier, piailler, gueuler. Mais que les Ivoiriens retiennent une seule chose. À l'époque où Charles Blé Goudé était le patron de la galaxie patriotique, le général de la rue, il a fait ce qu'il pouvait à cette époque-là. Chacun pouvait dire il a mal parlé, d'autres il a bien parlé. Chacun a tiré sa propre conclusion. Est-ce que Charles Blé Goudé a été bénéfique au combat de Laurent Gbagbo? L'histoire peut témoigner de cela. Ce que Blé Goudé a fait quand Gbagbo était au pouvoir, personne parmi ceux-là ne peut le faire avec Alassane Ouattara. Sa capacité de mobilisation, le verbe, comment il a tissé cette toile patriotique au niveau d'Abidjan, personne parmi eux ne peut faire ça pour Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un dans le cercle de Ouattara. La seule personne qui pouvait le faire, c'était Ahmed Bakayoko. Mais c'est comme le père maudit qui mange ses enfants. Le père sorcier qui a bouffé ses enfants. Il a tué Ahmed. Aujourd'hui, on voit plus que jamais quel rôle Ahmed pouvait jouer. Mais, je vous ai toujours dit, Dieu vous laisse faire des choses. Vous avez l'impression que c'est Dieu qui vous accompagne. Vous avez l'impression que vous contrôlez, que vous maîtrisez, alors que vous ne maîtrisez rien. Le jour où ils ont décidé de tuer Ahmed Bakayoko, ils n'avaient aucune idée de ce que Dieu préparait pour eux, pour 2025. Et c'est aujourd'hui, dans leur petite chambre pitoyable, maléfique et sataniste, quand ils s'asseyent, et puis ils font le point des gens qu'ils ont tués, là, ceux qui auraient dû être en vie, chasser Sorogio. Donc, est-ce que vous voyez, donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors donc, tuer Ouattao, chasser Sorogio, et puis Ahmed Bakayoko, tuer Ahmed Bakayoko. S'ils avaient réfléchi sérieusement et se poser les bonnes questions, peut-être qu'ils auraient pu dire, attention, il faut les laisser, il faut les laisser. Mais ils se sont laissés emporter par leur ego. Ils ont vu la Côte d'Ivoire comme une propriété privée, comme une monarchie. Donc personne ne peut prétendre au fauteuil présidentiel, parce que le fauteuil présidentiel, c'est le siège royal du roi lui-même. Et il va passer à son fils la succession. Maintenant que tous ceux qui pouvaient faire le combat du fils, il les a tous tués. Voilà la réalité. Et si c'est Ibrahim Bakongo, à défaut d'avoir Ahmed Bakayoko, à défaut d'avoir Sorogio, à défaut d'avoir des hommes de compétence, on tombe dans la bouffe. Et si c'est Ibrahim Bakongo, est l'exemple pathétique de l'échec de la politique d'Alassane Ouattara. Cet échec-là n'est pas seulement dans le langage qu'il tient, mais l'échec aujourd'hui a été manifesté au dehors. À travers quoi? Le fait de mettre la Côte d'Ivoire sur la liste noire de l'Union européenne. Je n'ai pas fini avec ça. Les services de renseignement désormais sont actifs sur le territoire ivoirien. C'est l'information. Je voudrais que les Ivoiriens écoutent bien, parce que souvent quand on parle, les gens pensent qu'on parle comme ça dans le vide. Les services de renseignement sont désormais actifs sur le territoire ivoirien. Beaucoup de banques travaillent désormais sous, je dirais pas sous l'influence des services de renseignement, mais sous, parce que ces banques-là dépendent elles-mêmes d'autres institutions. Donc, je reviens encore. Quand les services de renseignement commencent à être versés sur le territoire, attention,
ce n'est pas seulement le terrorisme qui le recherche, mais il y a d'autres informations qui vont faire remonter. Ils ont la manière à eux de faire leurs enquêtes. Et là, c'est l'Union européenne, et vous pensez que les Américains vont rester en chose? Surtout que Ouattara est indexé. Tous les services de renseignement, désormais, sont à Abidjan, dans le noir, sous radar. La CIA, tous ceux-là vont travailler pour mettre en place des éléments. S'ils ne peuvent pas faire tomber le régime de Ouattara pour financement du terrorisme, ils vont mettre la pression sur la Cour pénale internationale. Et là, les gens, ils ne voient pas tout ça. C'est-à-dire que cette histoire de liste noire là a plus de ramifications que les gens ne peuvent l'imaginer. Cette histoire, le financement du terrorisme, nous là, c'est du pain béni pour nous. Ouattara sait. Depuis que la Côte d'Ivoire a été placée sur la liste là, pourquoi c'est silence radio? Pourquoi Ouattara ne parle pas? Pourquoi la primature ne parle pas? Pourquoi le Kabanyale ou ministre de l'économie et des finances, pourquoi il ne parle pas? C'est eux qui nous ont vendu les rêves. C'est eux qui nous ont vendu les ponts, les routes de Ouattara. Mais maintenant, la communauté internationale sort pour dire, c'est pas clair. Mais pourquoi ce n'est pas clair? Il y a une responsabilité du gouvernement que je vais faire sortir tout de suite. Quelle est la responsabilité du gouvernement? J'ai commencé par ça. C'est quoi? Il y a un élément sur lequel on n'a pas parlé. Ce qu'on appelle la passation des marchés de gré à gré. Est-ce que vous savez que la passation des marchés de gré à gré est une source de financement du terrorisme? Hey, Keita, tu es sorti à ça où? Faut t'asseoir, je vais te donner, tu presses pourquoi? Vous recrutez vous-même votre la compagnie qui doit travailler pour vous. La compagnie peut être une compagnie fictive. La compagnie peut être une compagnie créée de toutes pièces. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. La plupart des marchés de gré à gré sont des compagnies qui ont été créées de toutes pièces par le régime de Ouattara. C'est pas des compagnies, des entreprises qui ont eu une longévité reconnue sur le plan international ou national. Non, c'est des entreprises qui viennent de naître. Le plus flagrant, c'est la compagnie qui a raflé le contrat de choses là, qu'on appelle ça, d'exploitation du pétrole. Une compagnie qui a été créée en l'espace de 3, 4, 6 mois par le régime. C'est la compagnie là, à qui il n'y a pas eu d'appel d'offres, on a donné ça à la compagnie, qui n'a aucune expérience, aucune expertise. Alors, vous croyez que quand les Blancs voient ça, ceux qui vous ont dit faites cette démocratie là, vous croyez qu'ils sont bêtes? Ils t'ont mis là pour quelque chose de Ouattara. Tu as trahi leurs espoirs. Ils t'ont mis là par rapport à quelque chose, mais ils se sont rendus compte que tu les as trahis. Tu donnes des miettes à la France et toi-même, les compagnies que tu as créées de toutes pièces là, ça arrose les plus gros contrats de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Et les marchés de gré à gré sont des sources assez puissantes de financement du terrorisme. Allez demander à Cissé Ibrahim Congo pourquoi le marché de l'université est passé de gré à gré. Pourtant, on pourrait faire appel d'offres, mais c'est de gré à gré. Okay. Quand vous donnez un marché de gré à gré, je suis fils d'entrepreneur. Donc, s'il vous plaît, je sais de quoi je parle. Quand vous donnez un marché de gré à gré, c'est-à-dire que le marché a un appel d'offres qui peut faire 50 millions, de gré à gré, ça fait 100 millions, 150 millions. Quand ça passe de gré à gré, c'est le double. Ça même pas 75 millions. Si le marché, vous faites un appel d'offres pour 50 millions, et vous décidez de faire de gré à gré, au lieu de 50 millions, ça devient 100, 150 millions. Le reste de l'argent, ça va où? Et c'est comme ça que Ouattara, il y a un petit bâtard là qui a du mal à accepter la vérité. C'était
à Boutafa, Hollandais, toi tu es un bâtard minable, pitoyable. Allez, sors de mon direct, maudit que tu sois. Attendez, je vais enlever cette merde-là de mon direct. Alors donc, voilà, il dit ça, le reste à ta maman. Alors, on continue. Le marché de gré à gré est une source de financement du terrorisme. Tout récemment, au Burkina, on a pu récupérer 800 millions sur des terroristes. Après les avoir neutralisés, avec du matériel de communication de dernière génération, dernier cri. Donc, quand vous regardez la valeur marchande de ces instruments de communication, ce sont des centaines et des centaines de millions qui étaient avec les terroristes. C'est pas fini. Le même Burkina sévit une cargaison de motos et de tricycles d'une valeur d'1 milliard de francs CFA en direction de la Côte d'Ivoire. Et personne n'est venu réclamer la marchandise. Combien de fois on arrête des terroristes qui nous disent, soit on a donné 20 millions à nos parents, mais cet argent-là vient d'où? C'est en francs CFA, c'est pas en dollars, c'est pas en euros, c'est en francs CFA. Et nous savons qu'on nous a dit que en Côte d'Ivoire, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, vers Bouna, les terroristes et les forces armées s'évitent. L'état-major donne une route, un trajectoire à l'armée. Et l'armée suit ça. Parce que l'état-major et les cerveaux du terroriste sont en contact. Ils communiquent. Comment dans un pays raisonnable, dans un pays de droit, les terroristes et les militaires peuvent s'éviter? Quel est l'objectif? Quel est le but? Mais le jour que les terroristes et les militaires s'évitaient en Côte d'Ivoire, l'état-major, encore moins l'état ivoirien, ne se doutait pas que il y avait un dossier qui était en préparation. Donc tout ce que nous avons dit de la Côte d'Ivoire, tout est vrai. C'est pourquoi je dirais plutôt, ici, j'aurais souhaité moi voir l'opposition ivoirienne demander des comptes au gouvernement. Je ne sais pas si ça a été fait, mais dans les pays, ceux qui nous ont imposé leur soi-disant démocratie, dans des cas de figure comme ça, l'opposition monte au créneau et exige des explications du gouvernement. Mais comme en Côte d'Ivoire, on se trouve dans une situation compliquée. Liste électorale, CEI, le président Gbagbo, Soro, Tidiane Thiam, tous ceux, les marches qui sont prévues, les contestations, et en même temps, voilà, donc, mais il appartient aux Ivoiriens de faire la part des choses. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez être déterminés à dire à ce gouvernement-là non. Un gouvernement corrompu, un gouvernement qui vit de l'argent de la drogue. Parce que un moment va arriver, ça c'est simple, ça c'est une liste noire, mais des sanctions. Vous savez que Trump, il est bête. Il est vraiment bête. J'ai dit Donald Trump, il est vraiment bête. Vous risquez d'être surpris un jour, il va s'élever et tu vas prendre sanction contre la Côte d'Ivoire. Parce que il appartient aux Ivoiriens, aux hommes politiques, de commencer à dire à Ouattara de rendre compte. Ils ne vont pas se disperser. Parce que cette situation de liste noire vient renforcer l'opposition ivoirienne dans son combat. Cette opposition qui montre que l'État de Côte d'Ivoire est un État voyou. Ce que nous avons toujours dit, cet État-là
Quand je dis l'État de Côte d'Ivoire, je ne parle pas de l'État en tant qu'institution, mais je parle de l'État qui est animé par des voleurs, des corrompus, des marmailleurs, des vendeurs de drogue. À la femme d'Ahmed Bagayoko, Yolande n'a pas cœur aujourd'hui pour parler. L'argent d'Ahmed est parti comment? Alors, les gens pensent que l'argent qu'ils utilisent, les transactions douteuses qu'ils font, ils pensaient qu'ils étaient cachés. Ils pensent que toutes ces opérations occultes, ils se croyaient cachés. On ne les voit pas. Moi, je suis plus que heureux. Non pas que la Côte d'Ivoire soit indexée, ça fait honte. Mais je suis heureux parce que ce n'est pas les Ivoiriens qui sont indexés par cette liste noire, même si c'est la Côte d'Ivoire en tant qu'entité politique. Mais ce sont les gestionnaires de la Côte d'Ivoire, ce sont les administrateurs de la Côte d'Ivoire, ce sont les gérants de la Côte d'Ivoire. C'est eux là qui sont interpellés, mais pas les citoyens lambda ivoiriens. C'est Ouattara voleur qui est interpellé. C'est Système Bakongo, vendeur de drogue, consommateur de drogue qui est interpellé. Ce voyou-là, c'est lui qui est interpellé. Cette malédiction humaine-là, c'est lui qui est interpellé. Quand les enfants d'Adjoumani, ce fils de pauvre-là qui se retrouve en France et qui du coup, sa vie change parce que son père est RHDP. Mais son père dormait dans le salon de Bédier. Adjoumani dormait dans le salon de Bédier. Mais c'est son fils aujourd'hui qui loue les bateaux de plaisance là, c'est ça? Et puis il boit champagne n'importe comment avec ses amis à Paris. L'argent des Ivoiriens. On voit la fille de Kandia. On dit, la nuit, tous les chats sont gris. Mais la nuit, quand vous voyez le visage de Kandia, vous voyez le visage de sa fille là, c'est pas gris de. Quand vous voyez le visage de la fille de Kandia la nuit là, vous savez que ça là, c'est Kandia. Là-bas là, ça peut même, la nuit peut même pas trahir un peu. Alors, on a en face de nous aujourd'hui un État voyou, un État qui finance le terrorisme à nos portes. La Côte d'Ivoire qui nous a indexés. La Côte d'Ivoire qui a présenté nos États comme des États instables, des États minés par le terrorisme. Aujourd'hui, Dieu vient démontrer que ce terrorisme que nous avons toujours dénoncé, le financement, ce n'est pas nous. Mais c'est un État voyou, appelé la Côte d'Ivoire, dirigé par un président voyou et voleur, Alassane Ouattara. Donc c'est lui qui finance le terrorisme. Et c'est lui qui veut déstabiliser le pays. Et Dieu a déjà fait le palabre de l'AES. Non seulement il a échoué à nous déstabiliser, mais Dieu vient d'exposer son yeux au grand jour. Et le monde entier sait désormais que Alassane Ouattara est celui qui finance le terrorisme dans le Sahel. Voilà la vérité qui a éclaté. Mais ce n'est pas tout. Ne croyez pas que... Non, ça ne fait que commencer. La descente aux enfers de Ouattara ne fait que commencer. Je vous ai dit que Ouattara ne mourra pas comme ça. L'humiliation, il connaîtra l'humiliation avant d'aller se coucher à l'enfer. Parce que sa place, c'est l'enfer. Et tous ceux qui ont volé à lui, là, ils n'ont qu'à être sûrs que rien ne pourra les sauver. Alors, si c'est Ibrahim Bakongo peut continuer à parler, il peut continuer à insulter, il peut continuer à faire la grande gueule, il peut continuer à dire ce qu'il a envie de dire, si c'est Ibrahim Bakongo. Mais il oublie une chose. Il la retourne. Ce qu'il dit aujourd'hui, hier, Blé Goudé était pire que lui. Pas dans les insultes et les injures, mais dans la mobilisation. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, ces gens-là se croient intouchables. Mais une fois que Dieu permet que vous soyez indexés comme source de financement du terrorisme,
contre comme ceux qui vendent la drogue. Je disais il n'y a pas longtemps, enfin, cela remonte à des années, mais je l'ai répété il n'y a pas longtemps. J'ai dit, les gens voient Ouattara, mais ils oublient. La protection de Dieu est partie. Il y a longtemps, Dieu a laissé Ouattara. J'ai dit, mais quand je le dis comme ça, vous avez du mal à comprendre parce que c'est spirituel. Vous avez du mal à accepter. Mais ça revient. Ne vous en faites pas. Dieu, il a son programme. Dieu sait comment il va frapper Ouattara. C'est pourquoi il prend son temps. Il a donné du temps à ce voleur-là de se ressaisir. Il a donné du temps à ce mécréant-là de se ressaisir. Mais au lieu de cela, il tue des Ivoiriens. Il jette des Ivoiriens en prison. Il contraint la justice à appliquer sa volonté. Le droit n'est pas dit. L'instrumentalisation de la justice est imposée. Mais ce n'est pas tout. J'ai dit que Ouattara, je le répète, j'ai dit Dieu a retiré sa protection de Ouattara. Quand je disais ça, on ne me croyait pas. On m'insultait même. Comme là, il y en a même qui sont sortis. Moi, je m'en fous qu'on m'insulte, qu'on ne m'insulte pas. I really don't care. I don't give a shit. I don't give a shit. I really don't care. I don't care. Believe or not, I don't care. Moi, je dis ce que je dois dire. Dieu ne peut pas vous protéger. Vous ne pouvez pas avoir la protection de Dieu et puis on va vous mettre une liste noire. It's not gonna happen. Moi, j'ai dit que l'Arabie Saoudite n'a plus la protection de Dieu. Ceux qui sont là, pas la ville sainte, pas la Kaaba, mais ceux qui sont là, ils sont mauvais. Vous avez vu ce qui leur arrive là? Nous, on ne parle pas comme ça. Parce que même si tu attaques, tu as attaqué la ville sainte, tu as attaqué la Mecque. On nous a dit ça. Tu attaques. Moi, je n'attaque pas la Mecque, je n'attaque pas la ville du prophète. J'attaque les criminels qui sont là-bas aujourd'hui. MBS et sa famille, c'est d'eux que je parle. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a fait. Mais qui est en train d'ouvrir la porte pour que la prostitution rentre en Arabie Saoudite? C'est MBS, non? Il dit l'argent que les princes héritiers, les milliardaires saoudiens, l'argent qu'ils prennent pour aller se distraire dans les autres pays, pour aller s'amuser avec la femme au dehors. Il dit il veut plus que l'argent sorte. Donc il est en train de faciliter pour que les gens puissent faire la prostitution haut de gamme, mais vraiment encadré pour les milliardaires. Il a permis ça. Ça se fait aujourd'hui en Arabie Saoudite. Donc ne venez pas me dire quand je dis que ceux-là n'ont pas la protection de Dieu. Vous êtes qui pour dire que moi je ne dis pas ça? Moi je suis qui? Moi je suis le serviteur de Dieu. Je suis qui? Je suis le bonbon de Dieu. Je suis qui? Je suis celui à qui Dieu a dit de dire et puis je dis. Bien. Et puis vous voyez aussi. Croyez-moi, je m'en fous. Ne me croyez pas, je m'en fous. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent. J'ai dit, Ouattara, c'est fini. La protection de Dieu est finie. Voilà le premier signe qui est là. Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, Dieu est en train de pousser les pieds en Côte d'Ivoire. Regardez et observez. Si vous ne comprenez pas ceux qui se disent pasteur, ou bien prophète, ou bien imam là, posez-leur la question. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous voyez ça? Mais si tu n'es pas spirituellement établi avec Dieu, tu peux rien voir, tu ne comprendras rien. Tout sera naturel à tes yeux. Mais moi, je vois déjà ce qui est en train de se préparer. J'ai dit que Dieu a retiré sa protection de Ouattara. Ça fait combien d'années j'ai dit ça? C'est maintenant que ça commence. Mais attention, ne vous trompez pas avec les menaces de Cissé Bremba Congo. Quand vous égorgez votre mouton, votre poulet, votre animal, que vous voulez manger, vous l'égorgez. Au moment où la vie quitte le corps, vous voyez le débat. Hein? Prenez les moutons là. Quand vous égorgez, quand vous immolez votre mouton, au moment où la vie est en train de quitter le corps de l'animal, ou quand une voiture cogne un animal, au moment où quand vous tirez sur un animal, peu importe, mais quand la vie est en train de quitter un corps,
Regardez comment le corps se débat. C'est ce à quoi vous assistez aujourd'hui au RHDP. La vie est en train de quitter le RHDP. Et ce que vous voyez là, ces débats-là, ce sont les derniers instants de Wuyo Waya Wuyo, mais qui ne changeront rien parce que le processus a commencé. La vie est en train de quitter le RHDP. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Ils vont parler, ça c'est sûr. Ils vont gueuler, c'est sûr. Ils vont piailler, c'est sûr. Mais ça n'arrêtera pas. Le processus a déjà commencé.